Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live de Laurent Hénard. Bonsoir Laurent Hénard. Bonsoir. Merci d'être avec nous et avec les internautes encore une Et fois. bonsoir aux internautes. Exactement, on ne les voit pas mais ils sont bien là. Donc c'est un live, vous pouvez nous poser toutes vos questions directement en commentaire sur Facebook et sur YouTube et nous répondrons au fur et à mesure. Donc première question pour introduire, le temps que les internautes posent leurs questions. Vous étiez aujourd'hui donc en tant que maire, vous avez mis un peu la campagne entre parenthèses pour aller à Matignon, à Paris, pour une réunion de crise sur le coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette réunion ? Oui, le Premier ministre a consulté des responsables politiques nationaux sur la situation pour le Covid-19. La réunion, elle était essentiellement en fait en deux temps. Le premier temps, c'est de faire un point sur les mesures prises en matière de santé. Le gouvernement a par exemple annoncé le déclenchement de ce qu'on appelle le plan blanc, c'est-à-dire la réorganisation des services des hôpitaux pour se concentrer sur la priorité de soins. Et avec le Covid-19 qui attaque principalement le système respiratoire, la priorité de soins, c'est d'avoir des services plus importants de réanimation respiratoire. Donc ça veut dire qu'on va organiser des services, basculer des lits, faire évoluer l'affectation des personnels. Ça veut dire aussi que les autres services de soins doivent pouvoir continuer quand même à fonctionner. Donc ça peut impliquer aussi des coopérations entre les hôpitaux ou entre les hôpitaux et les cliniques. Donc le CHU de Nancy, dont je préside le conseil de surveillance, travaille sur la mise en œuvre du plan blanc et aussi le plan bleu qui permet de mieux sécuriser et mieux suivre les personnes âgées dans les maisons de retraite. Le ministre de la Santé a fait un point sur les stocks de masques, le contrôle de la production de gel hydroalcoolique qui manque pour certains qui souhaitent l'acheter. Et puis un point a été fait aussi sur la capacité qu'on peut avoir à travailler beaucoup plus vite et dès maintenant avec les médecins libéraux, les infirmiers, les kinés, les dentistes, enfin, les professionnels qui ne sont pas dans l'hôpital, ce qu'on appelle la médecine de ville. Un deuxième temps de la réunion et qui correspond quand même beaucoup à ce que m'ont dit les responsables économiques de l'agglomération, que j'ai convié à un temps de travail hier. C'est bien sûr les mesures proposées par le gouvernement pour éviter que l'effondrement de l'activité économique n'emporte nos entreprises. En fait. Donc aujourd'hui, le gouvernement a complété les mesures. Il y avait des mesures d'étalement des impôts, des charges. Il y avait des mesures de médiation de crédit, comme on dit, pour amener les banques à prendre en compte la situation de l'entreprise. Le gouvernement a ajouté deux mesures importantes qui étaient demandées en tout cas par les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés hier. La première, c'est le dégrèvement. Quand on fait un étalement de charges, on vous laisse plus de temps pour les payer. Le dégrèvement, c'est l'État qui prend en charge une partie des cotisations sociales à payer par l'entreprise. Donc le ministre a dit que les dégrèvements allaient être activés pour les entreprises les plus en difficulté. Et puis le recours à l'assurance, puisque quand on est entrepreneur, on peut avoir une assurance sur la perte d'activité et de chiffre d'affaires. Mais cette assurance ne fonctionne qu'en cas de cas de force majeure. Et c'est l'État qui dit s'il y a ou pas force majeure. Donc le ministre Bruno Le Maire a clairement dit que l'État allait procéder au classement comme cas de force majeure de l'épidémie de Covid-19. Le Premier ministre, pour terminer, le Premier ministre a annoncé aussi, et je pense que c'est une perspective importante, la volonté du gouvernement de bâtir avec les collectivités locales, avec les partenaires sociaux, avec bien sûr les parlementaires aussi, un plan de relance de l'économie qui puisse être présenté pour la mi-avril. Pour ma part, j'ai insisté sur deux choses très simples. La première, sur l'hôpital, sur le fait qu'il fallait bien sûr à un moment donné mettre les moyens pour que l'hôpital fonctionne en temps de crise. En clair, le cadre budgétaire qui a été défini pour 2020, ce cadre ne va pas être tenable. Et il faut tout de suite le dire aux hôpitaux pour qu'ils s'organisent librement, rapidement, efficacement. Et puis le deuxième sujet qui est important pour Nancy, c'est tout le secteur tourisme, culture, spectacle, événementiel, qui est complètement percuté. Là, c'est pas -2, -3, c'est -20, -30% d'activité et qui nécessite d'avoir un plan particulier de sauvetage. D'accord, très bien. Merci pour ce compte-rendu. On passe directement aux questions des internautes. Donc c'était sur le live d'hier que nous avons repris, les questions que nous n'avons pas pu prendre hier. Donc de Christophe, quel est le positionnement de la municipalité concernant la multiplication des Airbnb ? Alors j'ai rencontré les hôteliers, puisqu'il y a un club hôtelier à Nancy qui rassemble les hôteliers de toute l'agglomération. Donc je les ai rencontrés, on a fait un point avec eux sur le sujet. Leur idée, c'est pas de dire il faut interdire, parce qu'après tout, ça peut participer à la promotion touristique, mais il faut que ce soit régulé.
Donc on va étudier avec eux un système de déclaration auprès de la métropole et de la mairie pour savoir d'abord qui fait et comment il fait, veiller à ce que la loi soit en fait respectée, parce que l'activité Airbnb, elle est encadrée dans la loi, mais il faut que la loi soit respectée. Deuxièmement, ce qu'ils veulent aussi, c'est l'égalité de traitement, évidemment, avec notamment le paiement de la taxe de séjour. Il n'y a pas de raison que le Airbnb soit plus favorablement traité que les hôteliers, d'autant plus qu'on a des hôteliers à Nancy qui font de beaux investissements. Le Best Western Crystal Hotel qui construit une extension avec un spa, avec un rooftop, les projets qu'on a sur le Grand Hôtel pour nous aussi développer un 5 étoiles à Nancy. Il y a eu des travaux récemment dans plusieurs hôtels, notamment le Mercure Centre-Gare. Enfin, on voit qu'il y a de l'investissement chez les hôteliers, il y a du développement touristique qu'ils regardent avec optimisme, donc il faut les soutenir. Donc l'idée c'est ça, c'est transparence, déclaration, égalité de traitement et régulation. Très bien, merci. Autre question d'Alex Leduc qui demande qu'il est souvent question de détruire les rampes de la Veb, mais comment y accédera-t-on? La détruire ou la végétaliser intégralement? Par où passera-t-on? Alors on passera toujours par la Veb. Simplement l'idée, alors d'abord la priorité c'est de terminer le contournement de Malzéville, puisque la Veb elle relie Nancy et Malzéville, mais ça c'est en cours et d'ici 2 ans les travaux seront terminés. Et l'idée en fait ce serait de faire atterrir, si on peut dire, la Veb sur le talus du canal. Là où il y a déjà d'ailleurs une sortie de la Veb qui permet de prendre la rue de Foucault. D'accord. Donc en fait, l'ensemble de l'accès Veb se poserait sur la berge du canal. Il y aurait un rond-point, un giratoire qui serait organisé pour permettre de régler les flux qui arrivent de 26e Mairie ou qui partent sur Sigisbert-Adam ou sur De Foucault, avec ceux bien sûr qui vont déboucher de la Veb ou qui veulent entrer sur la Veb. D'accord. Et ce giratoire va nous permettre donc de supprimer les rampes qui sont sur 26e Mairie et sur Sigisbert-Adam, et donc de retrouver de l'espace. Et c'est cet espace que nous voulons affecter à l'extension du parc de la Pépinière. D'accord. Et qui sera du coup réaménagé comment, à peu près, l'espace? Alors ça c'est un sujet à discuter avec les usagers du parc de la Pépinière, mais l'idée c'est d'essayer, comme au parc Sainte-Marie, si on veut étendre ces 2 grands parcs populaires, c'est pour que, je dirais, tout le monde trouve sa place dans le parc. C'est-à-dire ceux qui y vont pour être dans la nature, au calme, apaisé, et ceux qui y vont pour de la vie sociale, pour se retrouver, pour faire du sport en plein air, pour avoir des moments de convivialité, un bout de concert, prendre un verre ou déjeuner ou dîner à la brasserie. Donc l'idée, ça va être d'aménager la pépinière pour que l'ensemble en fait de ces usages soit possible, sans que une partie des usagers ait l'impression que l'autre partie les dérange. Voilà, il faut que tout le monde puisse vivre en paix dans ce parc. Très bien. Alors tout de suite des questions, on revient un petit peu sur le coronavirus, donc je pense qu'on peut réunir 2 questions en une. Est-ce que les écoles sont fermées? Et deuxièmement, pensons-nous aux SDF dans cette crise de coronavirus? Alors les écoles ne sont pas fermées à Nancy, mais on fait bien sûr un suivi, notamment des familles dont un des membres est en quarantaine. D'accord. C'est arrivé notamment dans les écoles Braconneau et Roberti, et on informe les parents des écoles et les professeurs de la situation au fur et à mesure où éventuellement elle évolue. Je rappellerai que les écoles ont bien sûr d'abord eu les consignes de précaution et les gestes de prévention affichés et expliqués, que bien sûr on les alimente en gel hydroalcoolique et que tout le matériel nécessaire à la désinfection est posé. Je rappelle d'ailleurs que depuis le début du stade 2, nos écoles ne sont pas seulement nettoyées, elles sont désinfectées. Voilà. Ça c'est sur le sujet scolaire, mais le même raisonnement vaut pour les crèches, les haltes garderies et les lieux de petite enfance par exemple. Sur les personnes qui sont SDF, je rappelle que il y a des structures d'hébergement pour les accueillir et que c'est sûrement le meilleur moyen de les protéger. Il y a des centres d'hébergement d'urgence. Nous avons avec l'ARS, Association Accueil et Réinsertion Sociale, nous avons des maraudes qui sont organisées le soir pour aller au-devant des personnes qui sont dans la rue. Et aujourd'hui, il y a une capacité d'héberger tout le monde. L'intérêt de ces unités d'hébergement, c'est qu'elles permettent justement un suivi médical. Par exemple, quand vous allez boulevard d'Austrasie, dans le centre d'hébergement de l'ARS, il y a bien sûr présence d'infirmiers, il y a des permanences de médecins. Voilà, donc le sujet santé des personnes sans abri est déjà pris en compte. Il l'était avant la crise du Covid-19. Et évidemment que les médecins, les infirmiers qui interviennent dans les structures d'hébergement sont maintenant informés, sensibilisés
et travaille pour la prévention de cette épidémie auprès de ce public aussi. D'accord. Dernière petite question quand même sur le Covid-19. Fabrice qui demande ce que nous comptons faire pour ralentir la progression de l'épidémie. Ce que nous comptons faire tous pour ralentir la progression de l'épidémie, pas seulement à Nancy. C'est évidemment respecter les gestes de prévention qui sont expliqués, et c'est notamment éviter le plus possible de s'embrasser, de se prendre dans les bras, de se serrer la main. Pourquoi ? Parce que c'est un mode de transmission du virus. Alors non pas la main, mais comme on pose toujours nos mains sur le visage de manière incessante, et que le virus passe par les muqueuses, le visage est complètement... le visage est plein de muqueuses. Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Donc c'est le fait de se toucher le visage qui en fait qu'on peut être infecté. Et donc se laver les mains régulièrement, utiliser du gel hydroalcoolique régulièrement quand on en trouve dans les équipements publics, c'est le premier geste barrage. C'est le premier geste qui permet d'éviter la contamination. Après, évidemment qu'on travaille tous les jours. Moi, je fais un point avec la direction du CHU, la commission médicale, pour voir où nous en sommes, vu du 15 et du SAMU, qui recense les appels, recense les interventions, et tous les jours aussi, bien sûr, un point avec le préfet, l'agence régionale de santé, pour suivre l'évolution des choses. Et tous les jours, l'équipe de direction de la ville de Nancy se réunit pour regarder comment se passent les choses dans les équipements communaux. Donc on essaye d'être réactif le plus possible, notamment de déclencher les quarantaines, pour que des personnes, simplement s'il y a un lien avec quelqu'un de malade, puissent être mis en quarantaine et puissent être ensuite suivis. D'accord, très bien. On passe à un autre sujet. MK Adba qui demande quid de l'évolution et de la montée en puissance du Palais des Congrès. Alors, c'est une question d'actualité, je dirais presque. Depuis qu'il a été ouvert, donc depuis 2014, le Centre Prouvé a plus d'activités, de nombre d'événements, mais aussi de chiffre d'affaires que les prévisions qu'on avait faites. D'accord. Ça explique d'ailleurs pourquoi chaque année il rend 500 à 600 000 euros à la métropole, parce que comme il fait un meilleur chiffre d'affaires, il sollicite moins évidemment les fonds métropolitains. Je rappellerai que le Centre Prouvé, c'est pas seulement le Centre Prouvé, c'est une équipe Destination Nancy qui gère aussi la foire exposition, qui gère ce qu'on appelle le Convention Bureau, le bureau de l'événement. Donc ça permet d'épauler tous les organisateurs d'événements dans l'agglomération, même des événements qui ne se tiennent pas au Centre Prouvé ou à la Foire Expo, pour développer le tourisme d'affaires et l'activité tourisme d'affaires. Et puis maintenant, c'est aussi la gestion de l'office de tourisme. Donc c'est une vraie agence tourisme et attractivité, en fait, Destination Nancy, installée au Centre Prouvé. Ce qui est vrai aussi, c'est que le Centre Prouvé connaît maintenant des annulations, comme tous les centres de congrès, comme le parc exposition, parce qu'avec l'épidémie de Covid-19, il y a beaucoup d'événements rassemblant du public qui sont reportés sine die. Donc on va devoir regarder comment les mois qui viennent peuvent être bien franchis par nos équipements de tourisme d'affaires. D'accord. Prochaine question de Sylviane Parisot qui demande quel projet en faveur des personnes handicapées quant à l'accès logement PMR en grand manque. Alors c'est vrai que on manque parfois de logements pour accueillir les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite à Nancy. C'est la raison pour laquelle dans notre projet Nancy Positive, il y a en matière de logement un engagement qui est pris au bénéfice des personnes très âgées et des personnes handicapées. On a l'idée de construire ou de rénover 10 000 logements dans le mandat qui vient. D'accord. L'idée est que un logement sur 10, donc 1000 logements, soit des logements adaptés et adaptables, et que donc on va réserver aux personnes handicapées, aux personnes très âgées. Et évidemment, l'idée est que ces 1000 logements soient dans tous les quartiers de Nancy, tout comme on essaye de diffuser les logements sociaux et d'en mettre dans tous les quartiers, pour qu'il y ait une mixité de l'habitat. On va bien sûr avoir le même objectif pour ces logements adaptés, qu'ils soient présents dans tous les quartiers et que les personnes handicapées ou les personnes très âgées puissent habiter dans le quartier de leur choix. D'accord, très bien. Alors une question d'Arnaud. Que comptez-vous faire place Carnot quand certains proposent de la transformer en forêt urbaine ? Alors la difficulté de la place Carnot, c'est effectivement que pour mettre une forêt, il faut des racines, et donc il faut planter en pleine terre. Donc dire on fait une forêt, ça veut dire on ferme le parking. Voilà. D'accord. Alors moi je pense qu'on est en ville, qu'on veut garder les habitants en ville et au centre-ville,
Et que donc supprimer tout le stationnement pour les habitants de ce secteur de Nancy, c'est très compliqué. En plus, c'est un parking qui a un intérêt économique et commerçant, puisque c'est quand même le parking de la ville vieille aussi. Donc le projet que j'ai, c'est de dire, faisons une extension du parking Carnot souterrain. On peut le doubler en sous-sol, et ça permettra d'enterrer les voitures qui aujourd'hui sont stationnées sur le cours Léopold. Et ensuite, ça permet d'aménager un bel espace sur la place Carnot. On aurait un jardin, une fontaine, des jets d'eau, voilà, un espace de fraîcheur, mais grâce à l'eau. Et sur le cours Léopold, on compléterait les plantations et on aurait une belle promenade plantée. Je pense que c'est important, plutôt que d'imaginer une forêt un peu fouillie, de se dire qu'il y a quand même une perspective monumentale. Cet espace, le mémorial des îles, l'allée centrale du cours Léopold avec la statue de Drouot qui arrive sur l'obélisque, la place Carnot derrière. Je crois qu'il y a une perspective importante de qualité, qui est un signal urbain dans Nancy et qu'il faut conserver. Très bien. Une question de Titi Chart. Le gymnase Artem, quel sport y pratiquer? Alors, l'idée, ce serait de faire deux en un, je dirais, sur Artem. Oui. C'est-à-dire d'abord avoir un projet avec le club de volley professionnel. Donc un projet qui permettrait d'avoir un investissement financé par la collectivité, mais aussi par des partenaires privés. Et la salle serait donc une salle adaptée volley et hand, et permettrait d'accueillir du public pour accueillir les matchs des clubs professionnels de ces disciplines. Et l'idée, c'est qu'en plus de ça, quand les clubs n'utilisent pas le lieu pour des matchs ou pour des entraînements, peut-être aussi en ayant des salles d'entraînement et des plateaux sportifs intégrés, on puisse accueillir des scolaires. Les écoles du secteur ont parfois du mal à trouver des créneaux. Il y a un collège qui va s'installer pour lequel il n'y a pas de gymnase prévu sur le site d'Artem. Il y a le centre de formation des apprentis de la Chambre des métiers qui va s'installer aussi sur le quartier pour lequel il n'y a pas de gymnase prévu. Et on sait que les étudiants déjà présents sur Artem n'ont pas d'installation sportive à proximité. Donc ça permettrait d'avoir pour les scolaires et les universitaires un équipement. Et puis cet équipement serait bien sûr, comme tous les équipements sportifs publics, ouvert aux associations sportives amateurs, ouvert aux habitants aussi. On pourrait imaginer l'accompagner d'un site de pratique libre aussi. D'accord, très bien. Une prochaine question de Vincent Valério François. Quelle sera la place pour l'art et les artistes et les prochains projets soutenus? Alors l'idée d'abord, c'est d'affirmer Nancy comme une ville de création. Donc on a le projet qui s'appelle l'Octroi, qui est d'installer à côté de l'autre canal, donc on est au bord de la Meurthe, dans les anciens abattoirs d'ailleurs de la ville de Nancy, d'installer sur 4500 mètres carrés des artistes et des créateurs qui pourront venir produire. Alors c'est une pépinière des industries culturelles et créatives, donc l'audiovisuel, le spectacle, les arts plastiques et les arts graphiques, les arts numériques, le design, ont vocation à se développer sur ce site. On aura d'ailleurs un partenariat avec la région pour que l'agence culturelle de la région soit là et qu'elle aide éventuellement à la professionnalisation de ces créateurs. On ne va pas se contenter de cette pépinière. L'idée est bien sûr de mettre en réseau cette pépinière avec les associations culturelles existantes, les écoles de musique associatives et professionnelles, les ateliers d'artistes qu'on a développés dans la ville, et au printemps, avec toute cette communauté artistique et culturelle nancéenne, de produire un événement, un festival, qui serait tourné vers les cultures émergentes et qui montrerait justement le dynamisme créatif de cette cité. Et puis la troisième opération forte, je dirais, c'est la volonté d'amplifier ce qui a été fait avec Art dans Nancy, où on a installé des œuvres d'art, d'artistes nancéens et lorrains, d'artistes qui viennent parfois d'autres pays, créés à Nancy, principalement de l'art urbain, mais aussi de l'installation d'œuvres dans les parcs ou sur les espaces publics. Et l'idée est de poursuivre cette politique de commande à des artistes en disant, voilà, emparez-vous des rues, des places, des parcs, faites-nous des propositions d'œuvres d'art qu'on puisse bien sûr financer et installer. L'idée, c'est que l'art aille au-devant du public et pas seulement installé dans des musées ou dans des galeries réservées à des initiés, mais qu'on surprenne les citoyens en étant un peu partout. Très bien. Une prochaine question. On va pouvoir de nouveau la réunir en deux, donc Fabrice Ramatier et Emmanuel Burle. Comptez-vous rendre piétonne en période estivale la rue Gustave-Simon, aussi en journée dans sa partie basse, avec le secteur Vaudémont-Grand Rue? Si oui, jusqu'où? Et Emmanuel Burle, le stationnement est un problème à Nancy. Bon, ça revient un petit peu, je pense que ça concerne surtout le centre-ville, donc voilà.
Alors, peut-être sur le stationnement d'un mot, Oui, rappeler qu'on a 8000 places dans les parkings, que oui, ces parkings ne sont pas utilisés à 100%. oui. C'est la raison pour laquelle on a pris déjà des initiatives. Une demi-heure gratuite qui permet de faire une dépose minute, des soirées à 1 € par exemple, et que l'engagement qu'on a pris, c'est de développer des samedis à 2 €. Mhm, Samedis à 2 € qui concerneront d'ailleurs aussi bien 2 € pour stationner ma voiture toute la journée dans le parking, mhm. que le transport en commun avec un pass-TAN illimité à 2 €. D'accord. Sur le développement des espaces piétons, l'idée c'est que les élus partagent avec les habitants, les commerçants, les entreprises du centre-ville les informations qu'on peut avoir, les comptages, les informations sur les flux, les scénarios de piétonisation possibles, et qu'une fois qu'on aura discuté de ces scénarios de piétonisation, dans la concertation, Oui, on puisse proposer d'ailleurs aux habitants de voter pour le scénario qu'ils préfèrent. L'engagement qu'on prend nous en tout cas, c'est grâce au tramway, parce qu'il va permettre d'offrir une alternative de qualité à la voiture, de développer l'espace piéton de centre-ville. On veut doubler les espaces piétons de centre-ville, les multiplier par 2. d'accord. Donc pas forcément cette rue, ce sera vu en concertation. Oui, par contre, la piétonisation saisonnière, elle est déjà engagée et elle sera poursuivie parce que c'est un succès. D'accord, très bien. On a Dalila, Narva, qui vous interpelle sur le problème des trottinettes et de la sécurité en général. Ben, ça, c'est le sujet du partage en fait Bah oui, de de la l'espace route, ouais. public. Jusqu'à maintenant, on coupait une rue en deux, quoi. On faisait passer la voiture, Mm, et puis ce qui n'était pas voiture se débrouillait avec le reste. ouais. Et le reste, c'était les trottoirs, et c'est vrai que les vélos, les trottinettes pouvaient bousculer, gêner, parfois donner une impression d'insécurité aux piétons. Et on a eu d'ailleurs récemment un accident de trottinette avenue de Boufflers où la personne à pied a été très sérieusement blessée. Mm, C'est la raison pour laquelle on change l'aménagement des rues, comme on l'a fait rue Jeanne d'Arc, avenue de la Libération ou aux Trois Maisons. oui, On coupe en trois maintenant. Voilà. Il y a toujours une partie voiture, forcément plus petite. Il y a des pistes cyclables séparées de la voiture, mais aussi séparées des trottoirs. Et les vélos qui ont leur espace, alors les vélos et les trottinettes, qui ont leur espace, n'ont plus à être sur les trottoirs qui, eux, sont intégralement réservés aux piétons. D'ailleurs, il y a une loi récemment sur les mobilités qui justement a clarifié ce point de vue. mhm, Si le sujet c'est les trottinettes en particulier, la loi dit clairement que les trottinettes doivent être avec les vélos sur les bancs des pistes cyclables. d'accord. Alors une dernière question des internautes, c'est Mathilde qui nous demande si vous êtes pour ou contre le rachat de la SNL par la ville. Alors moi je suis contre le rachat de la SNL par la ville parce que c'est une société anonyme à objet sportif. Maintenant, voilà, tout le sport professionnel est organisé avec des sociétés commerciales. Mhm, Donc la ville est partenaire de la SNL sur plein d'opérations. C'est un club de cœur pour tous les Nancéens. mm. En plus, Olivier Rouillet, qui est sur la liste, qui a été un des piliers de la SNL, m'en voudrait de ne pas dire ça, bien sûr. Mais il faut faire avec les réalités du moment. Et les budgets des clubs sportifs, les salaires des joueurs, les effectifs, la SNL, c'est 200 personnes qui y travaillent. Donc c'est une entreprise importante. Mm, mm. On n'est plus sur un club associatif de bénévoles, on est vraiment sur une boîte, 200 salariés, on est sur une grosse boîte. Ben là, je pense qu'il faut des professionnels pour gérer ça. Alors après, on sait tous qu'on est dans un moment particulier où Jacques Rousselot, parce qu'il veut garantir la pérennité de la SNL, cherche un repreneur. Oui. Et je pense que le rôle de la ville, et en tout cas je le fais en tant que maire, Mhm. c'est d'être à ses côtés, c'est de rencontrer les investisseurs s'ils le souhaitent, et c'est d'essayer de montrer que nous voulons développer le club, et que donc nous sommes prêts à envisager avec les investisseurs qui seraient dans la SNL demain, on est prêt à envisager des opérations qui permettent de leur montrer que Nancy les accueille bien. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on soit solidaire évidemment de Jacques Rousselot, il faut aussi qu'on lui soit reconnaissant, parce que pendant de nombreuses années, il a donné de sa personne, il a mis de son patrimoine dans ce club, il l'a porté. Mhm. Très bien. Et alors, une dernière question. Moi, j'ai vu dans la presse qu'il y aurait des mesures sanitaires prises donc pour les bureaux de vote ce dimanche. Je pense que pas mal de gens se posent la question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors d'abord, rappeler que pour les personnes qui vraiment, euh, à cause du Covid-19 ou Oui. pour des raisons personnelles, ne voudraient pas se rendre au bureau de vote mais voter quand même, Oui. je rappelle que le gouvernement a décidé que les procurations pouvaient être données jusque même le jour du scrutin. D'accord. C'est-à-dire, on peut les donner encore demain vendredi, après-demain samedi et même le dimanche, jour de vote. Pour la ville, on a essayé de prendre toutes les mesures pour qu'il y ait quasiment, enfin voilà, pour qu'il n'y ait pas de risque à aller voter.
Donc ça veut dire qu'on a mis des personnels d'accueil déjà dans les bureaux de vote Mhm. pour régler éventuellement les moments de grande affluence. Vous voyez, faire en sorte qu'on ne se bouscule pas devant l'isoloir ou devant l'urne, qu'on puisse faire patienter des personnes pour que dans le bureau de vote, le flux soit maîtrisé. Quand vous entrez, vous aurez bien sûr du gel hydroalcoolique. Oui. Vous aurez un isoloir qui, lui, sera régulièrement nettoyé, désinfecté, puisque les personnels et les assesseurs des bureaux de vote ont des lingettes désinfectantes, des gants à leur disposition. D'accord. Vous aurez bien sûr la possibilité d'émarger. Si vous amenez votre stylo, c'est bien. Oui. Si vous n'avez pas apporté votre propre stylo, vous pourrez utiliser un stylo à usage unique que vous déposerez avant de partir dans une bannette. D'accord. Et vous pourrez bien sûr vous désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique en sortant. Voilà. Et la petite mesure de précaution, c'est évidemment de ne pas rester trop longtemps dans le bureau de vote, parce que vous avez compris que si vous ne sortez pas, il y a quelqu'un qui n'entrera pas. Voilà, on va essayer de faire en sorte que ça ne se bouscule pas dans le bureau, pour qu'on ait bien sûr les mesures d'hygiène respectées. Pour éviter le confinement, enfin, ces bureaux seront aérés toutes les heures. D'accord, très bien. Eh bien, merci pour ces réponses. Merci aux internautes pour leurs questions. Bien sûr, vous pouvez continuer à les poser puisque la vidéo, même si elle était en live, restera sur Facebook. Donc, nous les reprendrons pour un prochain live très bientôt. Et n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.